certification. Bon, voilà, c'est le plan du cours. Aujourd'hui, on commence avec on fait les généralités, et après, on commence avec le premier chapitre sur la prospection. Hein. C'est quoi la prospection? Deuxième chapitre, on rentre sur les concepts de la négociation. Troisième chapitre, on va travailler sur la base de la force des ventes. Hein. Et puis, quatrième chapitre, je pense que c'est le cœur du travail, c'est qui est basé beaucoup plus sur le processus des négociations. Comment négocier? Comment négocier? On va passer du temps avec des cas pratiques, des jeux de rôle hein, qui vous aident à faire mieux la négociation. Et puis, on continue on va travailler sur les normes de la négociation avec des stratégies, des concepts purement techniques, si on veut aller plus loin. Bon, voilà, c'est ça. Mais le but, vous ne serez pas des experts en négociation, mais vous allez maîtriser au moins les codes de la négociation. Et ça va vous être utile à l'avenir. Et même dès cette année aussi. Voilà. En généralité, maintenant, passons aux généralités. Alors, négociation. C'est quoi négociation? Là, on va parler de la négociation au sens large. On ne va pas parler de la négociation commerciale, on va parler de la négociation au sens large. D'accord? On dit que la négociation, ça fait partie des activités qui sont indispensables dans la vie moderne. Des activités indispensables. On fait ça presque chaque jour. Dans la vie quotidienne, on négocie. On négocie. C'est important de tenir compte des codes de la négociation pour ne pas se faire manipuler. Parce que c'est facile de se faire manipuler. Bon, là, on voit l'exemple qui est un peu dangereux, c'est les personnes qui apprennent on appelle ça marketing réseautage. Il y a pas mal de marques qui vendent ces produits pour le marketing réseautage. On a LR qui est connu partout et puis les gens utilisent. Mais les gens qui sont dans cette technique-là, je prends seulement l'exemple des LR. Je peux prendre d'autres exemples aussi. Les gens qui sont dans ces groupes-là, ces groupes de marketing de réseau, et ces personnes-là sont mal formées, dans le sens que quand on parle avec la personne veut vous vendre un produit ou un service quelconque, la personne fait en sorte qu'elle maîtrise tout déjà. Ce qu'elle fait, c'est la meilleure chose du monde. Vous devez à tout prix prendre son service ou son produit. À tout prix. La personne cherche à s'imposer. Bon, ça, j'ai plusieurs exemples en tête, je ne vais pas rentrer en détail, mais c'est juste pour vous dire, ces manières de faire ne collent pas à la réalité parce que c'est, en quelque sorte, on peut qualifier de mal élevé. Une personne qui cherche à vendre son produit ou son service avec ce système de marketing du réseau, et la personne, parfois, la personne oublie qui est là en face d'elle. Et ça me rappelle une amie qui voulait que je rentre dans son activité. Mais l'ami m'avait démontré par A plus B comment je peux gagner énormément d'argent, je peux passer d'une étape à l'autre, etc., etc. Mais au final, j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Mais la personne continue, la personne insiste, insiste. Mais j'étais obligé de dire à la personne, alors je vais abandonner ce que je suis en train de faire pour que je marche avec vous. Elle dit, non, vous pouvez le faire à côté. Je dis, mais je suis enseignant, chercheur. Il faut que j'ai du temps pour la recherche, il faut que j'ai du temps pour préparer mes cours, il faut que j'ai du temps pour donner mes cours. Et sinon, je ne vais pas avoir de l'argent pour payer mes factures, pour payer mon loyer, pour manger. Voilà, c'est ça que la personne ne comprenait rien ou bien la personne a fait exprès. Et c'est la technique, la façon de persuader les autres, c'est sur ça qu'ils ont été formés. On les forme uniquement sur les techniques de la persuasion. Ça, c'est mal élevé. Ça, c'est important pour la négociation, mais ce n'est pas primordial.
La persuasion arrive après. On peut persuader les personnes à partir de ses besoins. Par exemple, si on est en présence d'un client qui, dès le départ, la personne vous dit combien elle gagne et puis quel produit, ou bien à quel prix la personne est prête à investir, là, on dit que le facteur le plus important de la négociation, c'est le prix. C'est le prix. Et du coup, on va négocier sur le prix, on va démontrer à la personne par A plus B que nous sommes moins chers par rapport à des concurrents. On va citer des concurrents qui sont plus chers que nous. Mais si la personne cherche un produit de qualité, ce qui l'intéresse, c'est de la qualité, c'est la performance, mais là, on va jouer à la personne sur la composition de notre produit. Comment quelle matière première qui rentre dans la composition du produit et est-ce que ces matières sont respectueuses de l'environnement et aussi est-ce que ces matières ne provoquent pas des effets secondaires. Vous voyez, c'est ça. Mais les gens pensent qu'il faut persuader l'autre, c'est ça la négociation. Mais non, pas du tout. C'est pareil pour le développement personnel. J'ai tellement des coachs en développement personnel et parfois ces coachs agissent souvent pour dire que vous pouvez le faire, vous pouvez le faire sans tester votre limite. Chaque personne a ses limites. D'accord? C'est ça aussi. Je pense que la meilleure chose, c'est de comprendre l'autre avant de chercher à persuader l'autre. Voilà, c'est ça, c'est en quelque sorte, c'est ça. Quel que soit ce que vous faites dans la vie, vous faites la négociation. Et c'est important, ce coup-là vous permet de ne pas vous laisser manipuler par n'importe qui. Ça aussi. Euh, Également, il faut trouver des arguments pour convaincre, ou bien si vous ne trouvez pas, vous allez être capitulé. Vous allez perdre la face en face de la personne que vous avez en face de vous qui négocie avec vous. Alors, ça, c'est important. Il faut tenir compte de ça. Alors, la négociation, ça concerne déjà, et on avait dit tout à l'heure, la vie en couple. Hein. Comment la vie en couple, il y a toujours une négociation entre les deux conjoints. Il y a toujours une négociation. Il faut toujours trouver un point commun. Par exemple, si la personne n'aime pas les matchs de foot, je parle pour la femme, n'aime pas le match de foot, et puis pendant qu'elle est là, c'est pas la peine d'insister de mettre votre match de foot dans le salon pendant qu'elle est là. Au moins, vous pouvez vous isoler et peut-être dans votre chambre avec un autre télé. Ça aussi, ça compte. C'est de la négociation. Et puis, le plus souvent, ce sont les femmes qui font plus d'efforts pour la famille, sans se rendre compte, hein, sans se rendre compte. Ils font tout dans le foyer. Et puis, là, parfois, il n'y a pas de reconnaissance. Quand il y a de la reconnaissance, et puis c'est déjà de la négociation. La reconnaissance, c'est déjà la base de la négociation. Ça aussi. Même pour élever des enfants, il faut toujours trouver des compromis. Parce que les enfants, surtout quand ils sont à l'âge adolescent, c'est là, ils n'ont rien dans leur tête. Ils pensent qu'ils ont toujours le droit de tout faire. Et les parents trouvent toujours des astuces pour les faire calmer. Ça aussi, ça c'est de la négociation familiale. Dans votre milieu de travail, c'est pareil. Dans votre milieu de travail, quand vous travaillez, votre milieu professionnel, vous négociez. Même avant de rentrer dans un emploi ou dans un poste, vous négociez déjà votre contrat. Vous négociez votre contrat. C'est pour cela qu'il y a toujours une fiche de mission. On ne peut pas vous imposer des choses qui ne correspondent pas à votre fiche de mission. Ça, vous avez le droit de dire non. D'accord? Vous avez le droit de dire non s'ils cherchent à vous imposer autre chose. Négocier avec votre équipe aussi. Vous travaillez dans un environnement professionnel, vous négociez avec votre équipe. Si vous êtes chef d'équipe, il faut utiliser de la manière pour bien profiter de la capacité des membres de votre équipe. Il ne faut pas être dans la confrontation. Si vous êtes dans la confrontation, si les membres de votre équipe n'ont pas la possibilité de trouver meilleur ailleurs, ils vont rester avec vous, mais le travail va être bâclé. Si le travail est bâclé, ce n'est pas l'équipe qui est responsable, c'est vous qui êtes responsable. C'est pour cela qu'il faut toujours négocier. Négocier.
Ça, c'est important. Chercher à faire avancer ses idées. Voilà. Oui. Alors, là encore, c'est là qu'on va vous dire qu'il faut persuader les autres. Faire avancer vos idées, ce n'est pas la persuasion totale. Ce n'est pas la confrontation directe. C'est trouver des arguments, vous avancez des arguments. C'est comme ça, vous persuadez les autres, pour convaincre les autres, pour faire avancer vos idées. Ça aussi, c'est important, il faut en tenir compte de ça. Et négocier ses objectifs, gérer les conflits. Les conflits, encore, nous ne sommes pas à l'époque de l'Antiquité. Voilà, pour gérer les conflits, il faut montrer qu'on est supérieur par rapport à l'autre. Non. Là, c'est toujours trouver un point commun. Toujours trouver un point commun. Quand on dit il faut négocier, gérer les conflits, il faut toujours un point commun. Par exemple, le problème de l'Ukraine, hein, si on revient sur le problème entre l'Ukraine et la Russie, un groupe qui dit la Russie ne doit pas gagner, et puis le Sud global qui a dit oui, vas-y la Russie. Bon, là encore, est-ce que ça va arranger les choses? Mais non, il faut trouver un point commun entre les deux. Soi-disant, la Russie dit que c'est à cause du décret sur l'interdiction des russophones ukrainiens de parler la langue russe. Voilà, on va juste supprimer ce décret et puis bon, on passe à autre chose. Déjà, on le prend au mot, c'est ça. Quand on gère les conflits, on cherche à trouver l'intérêt de chaque partie. Et à partir de leur intérêt, on va remonter déjà à l'origine et puis on va dire, bon, il n'y a pas de problème, ce qu'on va faire par rapport à ça, on les prend au mot. Vous dites c'est ça qui vous intéresse, il n'y a pas de problème. Et vous dites c'est ça qui vous intéresse et vous cherchez un point commun entre les deux, vous les prenez au mot. Puis au final, voilà, on va voir qui est méchant, qui est coupable et c'est comme ça on gère les conflits. Bon, voilà, c'est important pour les managers, surtout les managers. C'est important pour les managers, les gens qui managent. Quand on dit les managers, euh, il ne faut pas prendre ça au sens commercial quand on parle des managers. Et, par exemple, un médecin qui est chef médecin, qui est médecin en chef d'une équipe de médecins, lui, c'est un manager. Il manage l'équipe. Une infirmière pareil, elle manage l'équipe. Une infirmière ou une infirmière, bon, voilà, la personne manage l'équipe. On va prendre à l'école pareil. À l'école, le responsable pédagogique autour d'une matière, lui, il manage une équipe de professeurs. Ça, c'est dans ce sens-là. D'accord? Pourquoi? On dit c'est important déjà pour les gestionnaires, les quotidiens des gestionnaires, avec leur entourage professionnel, que ce soit leurs supérieurs, parce qu'ils ont des comptes à rendre à leurs supérieurs, quel que soit leur subalterne. Bon, le mot subalterne, c'est un peu lourd, on va dire les collaborateurs, en quelque sorte. Leurs collaborateurs ou leurs collègues, il y a toujours un échange avec ces personnes. Et on voit le gestionnaire reçoit de l'ordre de sa hiérarchie et ce ordre-là va être redistribué auprès des collègues pour pouvoir mieux exercer son activité. Alors, ça aussi, pour mieux exercer son activité, au final, il faut trouver des arguments. Il faut négocier. Et pareil, hein, bon, là pour les clients, si on prend le cas d'un hôpital, l'hôpital, il y a l'administration de l'hôpital. Là, on sait que parfois il y a des actionnaires derrière. L'administration passe des ordres. Parfois, c'est le directeur qui passe l'ordre. Et puis, derrière, c'est les équipes médicales qui s'en chargent. Les responsables d'équipe, les responsables d'équipe transmet ces ordres auprès des collègues et les collègues vont exécuter les ordres d'une manière à mieux servir les patients. C'est dans ce sens. D'accord? Négocier et aussi, un manager négocie toujours avec ses collègues de travail. Si on travaille sur un projet, on a des objectifs à atteindre pour chaque projet.
et puis on a des deadlines à respecter. C'est pour cela qu'il faut négocier avec chaque collègue, comme ça pour exploiter la capacité de chaque collègue pour arriver à atteindre les résultats fixés dès le départ. Alors ça, c'est important pour tout ce qu'on fait dans la vie. C'est ça qu'on dit. Tout ce qu'on fait dans la vie, il y a toujours la négociation. C'est pareil pour ce cours aujourd'hui. Je me rappelle que quand Émilie m'avait dit, ah, je vois que vous avez fait ce cours-là il y a 2 ans. Est-ce que vous pouvez intervenir sur ce module? J'ai dit, bon, il faut mettre à ma disposition des documentations et aussi pour m'aider parce que moi, je n'ai pas assez de temps pour monter ce module-là. On dit, bon, voilà, nous sommes déjà 4, nous sommes déjà 3 et vous allez être la 4e personne et on va monter et puis on envoie à vous et puis vous corrigez, vous adaptez en fonction de votre disponibilité et vous pouvez faire le cours. Je dis, oui, pas de souci, c'est ça, j'ai négocié, on a négocié. Là, c'est bien. Voilà, c'est ça qu'on parlait. Toujours dans la négociation, là, on va rentrer dans les éléments de définition, on va définir c'est quoi la négociation, en quelque sorte. Bon, là, on a une compilation de définitions selon différents auteurs. Ne vous inquiétez pas, la négociation, on commence à parler de la négociation, c'est avec la financiarisation des entreprises. Financiarisation des entreprises, c'est au début des années 90. C'est là qu'on commence à parler de la négociation avec la financiarisation des entreprises. C'est pour cela qu'on voit les références sont un peu anciennes. Voilà. Il y a différents auteurs qui parlent, qui définissent la négociation. Parmi ces auteurs que vous pouvez consulter si vous voulez, vous allez voir qu'il n'y a pas tellement de changements. C'est comme s'il n'y a rien n'est de nouveau sur le soleil. Parmi ces auteurs, on a Desvilliers, on a Tessier, on a Dupont, hein, on a Délivré aussi, ce sont des auteurs qui en parlent par rapport à leur approche. Mais au final, quand on regarde l'ensemble de ces définitions, ces auteurs expriment la même chose. Voilà. Par exemple, on voit pour Desvilliers, c'est l'ensemble des démarches entreprises dans le but de parvenir à un accord, mais de conclure un accord. Là, ça, c'est plutôt parvenir à un accord. C'est trouver un accord, c'est ça qui est plus important. Trouver un accord. Trouver un accord, c'est au sens large, c'est la négociation. Mais quand on dit conclure une affaire, c'est dans le sens du business. Vous voyez, dans le sens du business, on conclut une affaire. Mais de manière générale, au sens large, pour la négociation, le but ultime, c'est de parvenir à un accord. Il y a un accord. Sinon, ça ne sert à rien d'aller négocier. Bon, et puis là, on va voir encore plus loin. Si on est en relation professionnelle, ça passe très bien, mais quand on est en relation stratégique, c'est différent. On va voir quel interlocuteur qu'on a en face de nous. Si vous négociez avec les Asiatiques, vous allez voir que la négociation peut s'étaler jusqu'à 1 an, même dépasser. Voilà. Parce que eux, ils analysent tout en détail. Ça prend du temps. Pour arriver à un accord, ça prend du temps. Il faut qu'il y ait déjà de la confiance dans les échanges avec les Asiatiques, mais avec les Occidentaux. Et puis, bon, bonjour, oui, j'aimerais faire ça. Et puis, bon, c'est bon. Voilà, il y a un document, on signe avec un poignet de main. C'est bon. Voilà, c'est ça. Mais les Asiatiques, c'est différent. Ça prend du temps, ça s'installe, il faut discuter, puis il faut la confiance s'installe. Bref, c'est différent. C'est pour cela qu'on dit que avant d'aller de conclure avec un accord, ça prend du temps pour les Asiatiques. Mais pour les Français, par exemple, les Français, les Américains, c'est rapide, on signe, on passe à autre chose. Quitte à revenir après s'il y a un problème pour corriger les tirs. Mais avec les Asiatiques, on commence déjà à discuter les éventuels problèmes avant d'apposer la signature. Bon, les Asiatiques, quand on parle des Asiatiques, on voit les Chinois et les Japonais. Oui. Et les Coréens aussi. OK. On dit c'est rencontre entre deux parties opposées, selon Dupont, qui veulent régler leurs divergences par un arrangement. Alors là, cette définition, c'est une définition
du point de vue militaire. C'est une approche purement militaire quand il y a conflit entre deux belligérants et chaque groupe de belligérants cherche à négocier pour trouver un arrangement. Un arrangement. Cela, on dit que deux parties opposées qui veulent régler leurs divergences. Ça, ce n'est pas commercial. On a une autre approche qui est beaucoup plus et relationnelle, qui est beaucoup plus psychologique, c'est l'approche des Tessier. C'est le processus d'échange, envie de créer ou de modifier ou terminer une relation. Voilà, c'est plutôt psychologique. Ça, on voit ça souvent dans le cas, par exemple, le cas des divorces. Les divorces entre deux parties, il y a entre les deux conjoints, ils vont négocier les divorces. C'est ça. C'est la négociation. Le plus souvent, ils font appel à un arbitre. L'arbitre, c'est l'avocat qui intervient sur ça. Et puis, il y a les juges aussi derrière qui a le dernier mot à dire. C'est dans ce sens-là. Dans ce sens-là, c'est un processus d'échange qui permet déjà de terminer la relation. Ça, c'est purement psychologie sociale. Je dis psychologie, désolé, c'est psychologie sociale. Alors, bon, on a une autre approche, je pense que c'est Delivery qui avait avancé, c'est le processus de gestion des désaccords dans le but de satisfaire des besoins par un contrat. Tout ce qu'on vient de dire se termine toujours par un contrat. Quelle que soit la négociation, c'est toujours terminé par un contrat signé entre les deux parties. D'accord? Le but ultime, c'est d'avoir un contrat à la fin de l'échange. À la fin de l'échange. Bon, on continue? Alors, on va parler des bases de la négociation. Voilà. Suivant l'ensemble des définitions qu'on vient de voir, soit de Tessier, soit de Delivery, soit de Dupont, on va voir l'ensemble, on va voir les bases de la négociation en fonction de tout ce qu'on vient de voir, l'ensemble des définitions qu'on vient de voir. Alors, au préalable, on parle d'hypothèse qu'il y a une divergence entre deux parties, soit dans le sens positif, soit dans le sens négatif. C'est pour cela, c'est à cause de cette divergence, il faut parlementer, il faut discuter, il faut échanger. C'est ce qu'on appelle parlementer. Et chacun cherche à négocier sa marge de manœuvre. Sa marge de manœuvre. Chacun cherche à négocier sa marge de manœuvre. Parce que c'est dans l'être humain. L'être humain n'aime pas se sentir prémuni face à une situation. C'est pour cela l'être humain cherche toujours à prendre le pas sur l'autre. Déjà, c'est dans la nature humaine. C'est ça. Mais bon, au-delà de la nature humaine, quand même, il y a l'expérience, il y a le côté humaniste aussi, qui prennent le pas, qui nous permet toujours de toujours trouver un point commun. Alors, type de rapport entre les protagonistes, c'est comme une compétition sportive. Voilà, c'est type de rapport, c'est la compétition. Nous sommes en concurrence. Concurrence, c'est compétition. Je suis le meilleur, vous êtes des nuls, bon, etc. C'est comme ça. Et situation de conflit aussi et situation de coopération. Là, on va voir pour ces trois situations. Par exemple, quand on parle de situation de compétition, c'est quand on est divergent. On est divergent et on veut négocier sur quelque chose, on veut avoir toujours les dessus. Par exemple, une entreprise qui cherche à négocier pour attirer des matières premières de certains pays. De certains pays, on va avoir les matières premières de base. Tout le monde parle maintenant, c'est les terres rares. Terres rares, c'est en Chine ou bien dans certains pays africains. On a terres rares, les terres rares. Et là encore, on voit la posture américaine. Pour comprendre cette situation de compétition, essayer d'analyser l'élection la réélection de Donald Trump. La réélection de Donald Trump, la campagne, il y avait des slogans
parfois qui font peur, pour dire nous allons redevenir la première puissance du monde, mais pour redevenir la première puissance du monde, on va sanctionner les entreprises chinoises, les produits chinois. On va les taxer, par exemple, les voitures électriques, on va taxer jusqu'à 200%. Ça, c'est extraordinaire. C'est ça. Voilà, c'est de la compétition. Est-ce qu'on peut discuter pour échanger sur certaines choses avec un belligérant pareil? Mais non, ce n'est pas possible. Mais par contre, hein, ne vous inquiétez pas, ils ne vont pas arriver au même parce que il y a Taïwan qui est le fabricant des semi-conducteurs pour les missiles et les avions américains qui est à proximité de la Chine. Hein. Bon, voilà. Il faut préserver Taïwan de tout conflit. Alors, pareil, aux situations de conflit, on a l'exemple pareil, c'est en guerre entre Russie et Ukraine, ou bien entre Israël et ses voisins. Bon, bref, situation de coopération, c'est quand on veut travailler ensemble sur l'exploitation d'un projet ou bien d'une technologie. Ça aussi, la situation de compétition, coopération plutôt, qu'on appelle coopétition dans le langage technique. Hein, dans ce cas-là, on cherche à coopérer. Pareil, quand on avait donné l'exemple tout à l'heure pour négocier avec un centre de distribution, si vous fabriquez des produits, pour placer vos produits dans les markets, les supermarchés, etc. Alors là, c'est de la coopération. Faites de la coopération. Coopère. D'accord? Autre chose qui se pratique de plus en plus, c'est plutôt, on verra ça en commerce international, c'est que on est dans un pays, on cherche à exploiter dans un nouveau pays, à vendre nos produits dans un nouveau pays, mais on n'a pas la capacité pour disposer d'une boutique sur place. Dans ce cas-là, on va passer par des boutiques qui existent déjà. Là, c'est une sorte de coopération qu'on appelle piggyback, qui fonctionne très bien. À ce moment-là, on va profiter de l'expérience de l'entreprise qui accepte de vendre nos produits, hein, l'expérience du terrain aussi. Et aussi, on n'aura pas du mal déjà à écouler nos produits et ces entreprises-là vont faire de la publicité pour nous, surtout dans la langue locale. Ça, c'est important. Il faut tenir compte de ça. Bon. Alors, en gros, c'est ça. Et puis, on va voir pourquoi il faut négocier. Hein. Pour négocier, on commence déjà par résoudre les désaccords, prévenir tout conflit. Alors, bon, là, on va dire le monde a passé à côté du temps de la négociation. Maintenant, on a tellement de conflits à droite à gauche. Parfois, on demande s'ils sont en Coupe du Monde des conflits. Bon, bref. Obtenir un bien, ça c'est important pour le client. Dans la tête du client, ce qui m'intéresse, c'est obtenir un bien. Et voilà, l'utilité de la négociation pour le vendeur, ben, c'est avoir de l'argent dans ma caisse. C'est ça, si je suis le vendeur. Au final, c'est satisfaire un besoin à travers d'un processus d'échange entre deux parties. Bon, deux personnes, on va dire deux interlocuteurs ou deux parties. D'accord? C'est satisfaire un besoin. Chacun a son besoin à satisfaire et chacun a son intérêt. Voilà, ça, il faut tenir compte de ça. Alors, ça, c'est important. On dit chaque négociateur met à disposition par contrat les ressources qu'il possède dont l'autre ne maîtrise pas. C'est ça. Chaque négociateur. Par exemple, si vous négociez avec un pays comme les États-Unis, pour l'instant, ce qui intéresse les États-Unis, c'est le pétrole et puis les métaux rares. C'est ça. Mais si chez vous, vous disposez ces métaux rares, vous disposez du pétrole, ben, vous allez négocier avec les États-Unis sur la technologie. Si vous n'avez pas de technologie de pointe chez vous, vous négociez la technologie. C'est du gagnant-gagnant. C'est ça. C'est du gagnant-gagnant. C'est cet exemple-là. On peut prendre. Pour un client et une entreprise, je pense majorité des personnes qui sont inscrites à cette formation, c'est ça qui les intéresse.
Pour un client, on revient toujours, on répète, hein, pour un client, ce qui intéresse le client, c'est trouver son produit, hein, pour satisfaire son besoin. Et ce qui intéresse le vendeur, lui, c'est de l'argent. Voilà, ça, c'est important. Mais pour mener une négociation, chaque négociateur a deux idées en tête déjà. C'est satisfaire son projet à partir des arguments cruciaux et atteindre ses objectifs par la signature d'un contrat. Satisfaire son projet à partir des arguments cruciaux, vous allez mettre en avant des critères qui correspondent à votre produit ou votre service, si vous êtes vendeur. Et l'acheteur, parfois, ce qu'on voit le plus souvent, l'acheteur cherche toujours à dégrader le produit en fait, pour dire, ah, ça, c'est pas bon, voilà, il y a tel avantage que je cherche, je ne trouve pas chez vous. Bien, vous allez dire que j'ai trouvé dans d'autres entreprises, c'est moins cher, etc., etc. Ne vous laissez pas berner par ces genres d'attitudes. Au contraire, si votre produit est d'excellente qualité, que le client ou bien l'acheteur commence à dénigrer votre produit, il faut rester sérieux. Parce que si la personne avait trouvé meilleur ailleurs, la personne allait rester ailleurs. Ça aussi, il faut penser à ça. Quand la personne commence avec ces genres de choses, de dire, voilà, ce n'est pas de qualité, c'est meilleur ailleurs, c'est moins cher ailleurs, il faut réfléchir pourquoi cette personne n'est pas passée ailleurs. Cette personne-là a intérêt quand même, est intéressée quand même à votre produit, à votre entreprise, à vos services. C'est pour cela qu'il faut garder cette personne à tout prix. Il ne faut pas laisser aller dans ces dénigrements pour répondre du tac au tac. Il faut dire oui, c'est vrai, mais il y a tel avantage que j'offre et cette personne-là n'offre pas. Il y a tel avantage que mon entreprise offre et cette entreprise-là n'offre pas. Et puis, vous comparez. Comparez et au final, vous satisfaire et votre besoin. Vous avez plus d'argent et aussi le client repart à son produit. Voilà, c'est ça. Ou bien, bon, là, on était dans le cadre de consommation courante. Si on est dans le cadre de projets de grandes entreprises à grandes entreprises, par exemple, pour acheter une imprimante pour une université. Pour une université, pour acheter une imprimante, on ne va pas acheter le premier qui arrive. Non, on va négocier sur les fonctionnalités, sur le nombre de feuilles par minute, sur les types d'encre, est-ce que c'est au laser, tout ça. Il y a pas mal de critères qu'on va mettre en avant. Vous voyez, négocier avec quelqu'un pour la consommation du riz, du maïs et des épinards n'est pas la même chose pour la négociation des voitures, des imprimantes au laser, des ordinateurs. Pas la même chose. Et malgré tout, si on négocie pour épinards, on ne négocie pas de la même manière pour épinards et poireaux avec la négociation pour le riz, maïs. Épinards, poireaux, ce sont des produits périssables. Voilà, c'est ça. Ce sont des produits périssables. C'est pour cela qu'il faut que ça soit bien emballé, etc. Mais maïs, ce sont des produits qui durent dans le temps. Alors, ça, c'est important. Bon, avant, bon, je crois là, on va passer à une autre étape, hein, déjà sur la négociation commerciale. C'est la définition de la négociation commerciale, ça c'est important. Avant qu'on passe à la négociation commerciale, je résume pour vous, on vient de parler de la négociation au sens large. La négociation, le but, c'est de trouver un accord par rapport à des désaccords, par rapport à des divergences, par rapport à des conflits. Ça, c'est au sens large, la négociation. Et la négociation, on rencontre la négociation dans la vie quotidienne, hein, dans tout, quel que soit ce qu'on fait, même dans la relation familiale, relation parents-enfants, relation des conjoints, il y a toujours la négociation. Et puis, la négociation en cas de conflit, en cas de guerre, on a pris l'exemple l'Ukraine et la Russie, et Israël et ses voisins, on a pris ces exemples-là.
comment on peut négocier. Pour négocier, il faut identifier l'intérêt de chacun et après, après, il y a l'objectif de chacun, l'intérêt de chacun aussi, l'objectif de chacun. La négociation dans le sens commercial, c'est d'inclure les deux parties dans la négociation, c'est l'acheteur et le vendeur. Et l'acheteur, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir un produit pour satisfaire ses besoins, et les clients, ce qui l'intéresse, c'est le vendeur, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir de l'argent au final pour mettre dans sa caisse. Voilà, c'est très simple pour tout le monde. Bon, je vais juste regarder les commentaires et si vous avez... Après, on continue. Voilà. Oui. L'approche tessier peut être juridique aussi. Ça, c'est important. Voilà, bon, on ne va pas tout dire. C'est vrai de compléter pour nous comme ça. C'est quand vous voyez des choses qui sont plus évidentes, hein, vous partagez avec nous. Oui, c'est ça. L'approche tessier, c'est juridique aussi. Voilà. Bon, si on parle, bon, j'avais donné l'exemple d'un juge, hein, d'un avocat. Vous voyez, c'est ça. C'est quel que soit ce qu'on fait dans la vie, il y a toujours de la négociation. On avait parlé, même en milieu médical, hein, un chef de service, un médecin chef de service, il a une équipe de médecins avec lui qui travaille avec lui. Il négocie avec cette équipe-là. Mais aussi, il a des comptes à rendre à ses supérieurs hiérarchiques, soit le directeur de l'hôpital, soit le ministère aussi, les représentants du ministère. Ça aussi, c'est au sens large. OK, bon. Maintenant, passons. Tout ce qu'on avait dit, c'était la négociation classique. Négociation classique. Mais maintenant, on va parler de la négociation commerciale. Mais pour être honnête avec vous, je pense que c'est l'un des cours que j'avais détesté quand j'étais à l'université, sur le cours de la négociation. Parce que quand on fait les jeux de rôle, on voit que les gens sont toujours désintéressés quand on présente un produit, on présente un service. Voilà, c'était ça. C'est à cause de ça que je n'avais pas trop aimé ce coup-là. Mais bon, hein, au final, j'ai adapté quand mes discours et aussi ça m'a beaucoup aidé quand je présentais mon mémoire de fin d'études. Hein, et puis, quand on me posait des questions, j'avais la capacité de répondre, de sauter sur des occasions et aussi de ne pas répondre quand je vois c'est un peu compliqué pour moi. Aussi, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup à limiter pas mal de casses. Et passons maintenant à la négociation commerciale. Bon, là, je vous présente une définition générale. Définition générale, c'est la définition tirée du site internet e-marketing.fr. Ça, c'est que je trouve une des définitions. Et cette définition a été tirée également du livre de Jean-Marc Vittori, bon, c'est un livre ancien. Je crois que un exemplaire très ancien. C'est comme une encyclopédie sur tout ce qui concerne la gestion, marketing, etc. C'est un ensemble de démarches et processus de communication ayant pour but de confronter les positions, ça aussi, les positions, confronter les positions. Confronter les positions. Alors, si on dit on va confronter les positions, il faut qu'il y ait un arbitre. Ce n'est pas dans ce sens-là aussi. Oui, dans certains cas, oui. Si on a pris l'exemple de divorce, hein, chacun campe sur sa position. Chaque partie campe sur sa position. Il faut qu'il y ait un arbitre. Il les écoute pour trouver les points communs. D'accord? Trouver des points de vue, des intérêts et attentes dans le but de parvenir à un accord. Ça, on trouve la même chose. Toujours un accord entre les deux parties. Et l'accord, on dit, est sanctionné par une signature. Pas sanctionné, on va dire, l'accord est conclu par une signature. Il y a une signature de chaque partie. C'est ça. C'est ça. Quand on parle de la négociation commerciale. C'est ça. On dit, quelle que soit la négociation, bon, là, on prend l'exemple de la négociation commerciale, on dit la négociation commerciale implique deux parties. Les deux parties, c'est l'acheteur et le vendeur. Ou bien dire le client et l'entreprise. Vous voyez, l'acheteur, vendeur, client, entreprise. Du point de vue de l'acheteur pose la question, qu'est-ce que j'ai besoin?
qu'est-ce que je cherche à satisfaire? Quel besoin je cherche à satisfaire? Qu'est-ce que j'ai besoin? Voilà, c'est juste un produit. J'ai besoin d'un produit pour me satisfaire. Et du point de vue du vendeur, mon offre est-elle meilleure par rapport à celle présente sur le marché? Est-ce que l'offre proposée par l'entreprise est meilleure par rapport à d'autres offres présentes sur le marché? C'est ça, le point de vue du vendeur. Le vendeur va toujours nous demander par A plus B que son offre est meilleure par rapport aux offres proposées par la concurrence. Mais l'acheteur, lui, c'est ce qui m'intéresse, c'est satisfaire mon besoin en tant qu'acheteur. Et l'intérêt de l'acheteur, c'est avoir un bien qui répond à son besoin. Déjà, c'est l'intérêt de l'acheteur. Ce qui intéresse l'acheteur, c'est avoir un bien qui répond à son besoin ou satisfaire son besoin au meilleur avantage. Alors, c'est vrai, on a besoin, mais bon, est-ce qu'on va se ruiner pour un produit? Si on ne trouve pas du tout, on va profiter pour, pour, pour satisfaire le besoin. Mais si c'est un parent, le parent, par rapport à un besoin d'un enfant à une période donnée, le parent ne calcule pas. Même si ça coûte 4 fois plus cher, c'est juste pour satisfaire le besoin de son enfant, le parent va investir. L'intérêt du vendeur, c'est vendre son bien pour rentrer de l'argent à sa caisse. C'est ça. Bon, on a déjà terminé là sur la définition. On a déjà terminé. On dit c'est démarche et processus de communication. Alors, démarche et processus de communication, qu'est-ce que ça signifie? Dans la négociation, il y a plusieurs étapes à respecter dans la négociation. Plusieurs étapes à respecter dans la négociation. Processus de communication, la négociation se base sur les échanges, sur la communication entre les deux parties. D'accord? C'est ça. Processus de communication, c'est l'ensemble des échanges. Négociation commerciale toujours, c'est une situation de communication qui implique un vendeur et un acheteur de parvenir à un accord suivant une optique gagnant-gagnant. C'est ça. Au final, il faut que chaque partie soit gagnante. Il faut que chaque partie soit gagnante. C'est ça qui est intéressant. Chaque partie doit être gagnante à la fin. C'est du gagnant-gagnant. S'il y a dégoût après la négociation, si c'est pour la coopération, on ne va pas renouveler l'accord, ça c'est sûr. On ne va pas renouveler s'il y a dégoût après la négociation. Pareil pour la vente du produit. Si après avoir acheté le produit, l'expérience utilisateur ne correspond pas, on ne va pas retourner dans cette entreprise pour acheter à nouveau. Oui, ça c'est important. Il faut tenir compte de ça. On dit dans une situation de négociation, on fait en sorte que chaque partie gagne. Les deux parties gagnent. Ça, c'est important. C'est toujours terminé par un accord. L'accord est un contrat signé par les deux parties. Ça, vous n'allez pas oublier ça. Alors, le profil du négociateur, voilà. Qui peut négocier? Qui peut négocier en négociation commerciale? Qui négocie? Ça peut être un simple vendeur, quelqu'un qui a la capacité de vendre des produits. Dans certains pays, il y a des gens, dans certains pays, il y a des personnes qui ont ça dans leur sang, qui ont l'art de la négociation dans le sang. Si on arrive dans les Caraïbes, tout est négocié. Dans certains pays d'Afrique, tout est négocié. Tout est négocié. Voilà. Il faut avoir la capacité de négocier. Si vous observez ce que les grands-parents font, comment les grands-parents négocient, discutent avec les voisins, l'entourage, sur certaines choses, surtout cas de conflit, on a beaucoup de choses à apprendre. Ça pourrait être l'outil de base. Bon, ça dépend de la famille, bien sûr.
Alors, ça peut être un acheteur parce que l'acheteur négocie toujours son prix. Même sur Internet, on négocie. Par exemple, hein, je ne sais pas, dépendamment du pays où vous vous trouvez, si vous avez accès avec Le Bon Coin, c'est un site de revente des produits qui sont déjà portés ou bien déjà utilisés. Alors, on peut négocier le prix. Par exemple, pour acheter un livre, hein, si vous voyez c'est noté $25, vous pouvez proposer $20. Sur eBay, par exemple, vous pouvez faire ça aussi. Vous pouvez négocier le prix. Si le vendeur ne donne pas la possibilité, vous ne négociez pas. Mais si le vendeur donne la possibilité, vous pouvez faire une offre pour le produit. Ça aussi. Ça, c'est une négociation virtuelle. Virtuelle. Et si le vendeur ne peut pas, le vendeur va dire non, je ne peux pas parce que il y a ça comme critère, il y a ça comme critère, il y a ça comme critère. Là encore, le vendeur juge la qualité de son produit. C'est pareil, c'est de la négociation. Ça peut être un collaborateur, un expert en communication, surtout les experts en communication, ils ne font plus ça, négocier. Un élément peut-être un élément flexible aux exigences de l'acteur en face, par exemple, du client. C'est quelqu'un qui a la capacité d'écouter le client et puis de s'adapter. Un élément flexible. Cette personne a la capacité d'écouter et s'adapter. C'est ça pour être un bon négociateur. Il faut être flexible. Il faut avoir la capacité d'un vendeur, la capacité d'un acheteur, d'un collaborateur d'une équipe marketing. Hein. Quand on parle des collaborateurs d'une équipe marketing, les marketeurs, on sait là, ils sont là pour vendre du rêve, mais par contre, il faut qu'ils ont également la capacité d'écoute et d'adaptation. Il faut qu'ils soient euh, flexibles et s'adapter aux exigences de l'acteur en face, du client en quelque sorte, ou bien de l'interlocuteur en face. Ça peut être un vendeur de solutions aussi, un vendeur de solutions. Ça peut être un stratège, quelqu'un qui cherche toujours à trouver le bon mot, qui cherche toujours à proposer la bonne solution. Ça aussi. Et quand vous négociez, ne voyez pas que vous êtes en train de vendre. Vous cherchez à vendre à tout prix. Non, vous êtes là pour proposer des solutions. C'est ça qu'on va essayer de voir. On va essayer de voir avec M. Dupont. Bon, c'est ça qu'on a dans les capsules vidéo. Peut-être dans notre prochaine séance, si on a le temps, on peut déjà commencer à voir ces exemples. Les bases de la négociation. Déjà. Alors, pour bien négocier, imaginez que vous êtes une équipe de foot. Une équipe de foot ou bien une équipe quelconque, une équipe sportive qui participe dans une compétition. Une équipe de foot, une équipe de basket, bon, tennis, c'est limité à 2 personnes. Bon, on va prendre basketball, volleyball et football. Bon, voilà, une compétition sportive. Vous avez un adversaire en face, une autre équipe en face. Et l'équipe en face, son objectif, c'est marquer un but et marquer 1, 2, 3, 4 buts. Hein. Pareil, hein, et pour gagner le match. Son objectif, c'est gagner le match à tout prix par tous les mots. Alors, si l'équipe se base seulement sur la tricherie, il va y avoir des pénalités. Ça aussi, il faut penser à ça. C'est pour cela qu'il faut utiliser des arguments. Avoir meilleure attaque, avoir meilleure défense pour ne pas encaisser, avoir meilleur milieu pour gagner la bataille du milieu et passer les balles au niveau des attaquants. Alors, ça aussi, pour marquer des buts, ce sont des arguments. C'est ça qu'on a parlé tout à l'heure. Il faut avoir des arguments. C'est ça. Et s'entraîner et se préparer. Pareil, tout au début, je vous ai dit, il faut toujours vous entraîner. Vous entraînez, vous savez que vous allez être en contact ou en face d'un interlocuteur, vous renseignez sur ce que la personne avait fait, sa capacité, ses expériences, etc. Et comme ça, vous vous entraînez, vous faites des essais avec des personnes que vous aimez. Pour mieux vous préparer, faites des essais avec des personnes que vous aimez. Des personnes qui ne vont pas vous dire oui et vous penser non, mais des personnes qui vous aiment vraiment. Ces personnes-là vont vous dire
quand vous faites une erreur, attention, vous faites une erreur. Il ne faut pas dire ça. Il faut parler de cette façon, de cette manière-là, etc., etc. Voilà. Ça, vous faites ce travail. C'est pareil. Si vous avez un entretien à passer pour un emploi, un entretien d'embauche, vous faites pareil. Vous n'allez pas réciter votre CV, mais vous présentez votre parcours parce qu'on va vous recruter. On a déjà votre CV. On a déjà votre CV. C'est pas sur la base de votre CV, on va vous recruter. Votre CV, c'est la première étape qui dit que vous êtes qualifié. Vous êtes qualifié, ça donne intérêt à vous écouter, à écouter votre discours. Mais quand vous arrivez, il faut parler ce que vous avez déjà fait et comment vous avez procédé pour faire ces choses-là. Et puis, si vous me recrutez, si on vous recrute, quelle valeur ajoutée que vous allez amener à l'entreprise? Voilà, c'est ça qu'on cherche. C'est pareil, c'est pareil. Vous vous entraînez, vous allez mettre en avant des argumentaires qui correspondent au service ou bien à la solution que votre entreprise propose. Si vous êtes du côté du vendeur, mais si vous êtes du côté de l'acheteur, parce qu'il y a aussi des acheteurs professionnels, des acheteurs qui achètent pour les grandes entreprises. Quand vous achetez pour les grandes entreprises, c'est pareil. Vous dites ce que vous avez comme besoin et vous énoncez un certain nombre de critères et après vous allez négocier les conditions, tout ça. Ça, voilà, on aura le temps d'en parler. Connaître les points forts et les points faibles de son adversaire, ça, c'est important. Ça, c'est important. Point fort, de toute façon, parfois, on ne peut pas connaître, mais par contre, avec LinkedIn, c'est facile. Vous pouvez rentrer en contact avec les gens. Ce réseau professionnel vous aide déjà à être en contact avec des éventuels collaborateurs, même aussi avec des personnes qui travaillent chez la concurrence. Ah, ça, c'est important. Et ces personnes-là, c'est une chose. On parle des grandes négociations entre entreprise et entreprise. Mais par contre, si vous allez avoir un client en face de vous, hein, surtout, je parle pour les commerciaux itinérants qui passent chez la clientèle pour vendre des produits, vous avez déjà un ensemble d'informations sur la personne. Si on sait très bien, c'est une famille nombreuse à partir de 5 enfants dans la famille, le produit que vous allez vendre, il faut que ce produit corresponde aux besoins de cette famille-là. C'est ces argumentaires que vous allez mettre en avant. Là, vous connaissez déjà ces points faibles, hein, déjà, famille nombreuse. Et point fort, on ne peut pas vendre, par exemple, une voiture déplace à une famille qui a au moins un enfant. Une voiture déplace ne correspond pas. Ça, c'est leur point fort. Ils vont mettre ça en avant pour dire qu'on ne peut pas continuer à négocier parce que je n'ai pas besoin. Ou bien, vous allez vendre une tondeuse à gazon. Je prends l'exemple parce qu'on va en parler dans les capsules vidéo. Une tondeuse à gazon pour quelqu'un qui dispose déjà d'une maison de 2 pièces. Après, il y a une galerie et peut-être, on va dire, environ 15 mètres carrés de gazon. Ça ne sert à rien. La personne ne va pas l'utiliser. Tondeuse à gazon, ça va rester, ça va rouiller. Non, il faut la personne a d'espace pour mieux utiliser la tondeuse à gazon. C'est ces argumentaires-là, il faut identifier les points forts et les points faibles. Et ce même travail, vous faites ce travail aussi. Quand vous allez passer un entretien d'embauche, vous travaillez dans une entreprise, vous faites ce petit travail pour trouver que les points forts, vos points faibles, et en même temps, les points forts et les points faibles pour l'entreprise, vous allez regarder dans la fiche de poste ou bien la fiche de mission ou bien l'offre d'emploi. Parfois, ils précisent pourquoi ils cherchent du monde. Si on va regarder sur plusieurs sites Internet, si on voit l'offre d'emploi publiée sur plusieurs sites Internet, ça veut dire qu'ils ont vraiment un grand besoin. Ils publient à la fois sur plusieurs sites Internet et même sur leur site Internet à eux. Là, on dit, ah bon, là, je vois leur point faible. Et à ce moment-là, on va jouer. Je vais refaire mon CV, je vais adapter mon CV par rapport à leurs besoins et je vais mettre ça en avant. Et lors de l'entretien, ce sont des points sur lesquels je vais mettre en avant que je sais qu'ils attendent au final un candidat qui correspond à ce qu'ils recherchent. Voilà, c'est ça. Connaître son environnement et son objectif et ses motivations. Bon, quand on parle de l'environnement, on parle de l'environnement professionnel correspondant à, à l'objet de l'entretien, à l'objet de la négociation. Si on va négocier pour vendre
des produits tactiques, ça demande déjà de vous informer sur les produits tactiques que l'entreprise a besoin. Si on va négocier pour placer, pour faire des placements des produits que les personnes vont revendre après, et là, on va s'informer sur ces besoins. L'objectif, les objectifs du client, déjà, si on va vendre des vidéoprojecteurs à une université, on sait que pour les vidéoprojecteurs, on va jouer sur la durée de la lumière, de l'éclairage, combien de temps ça dure. Voilà, la lumière, c'est ça aussi. La durée du lens, ça c'est important. Élaborer une stratégie déjà pour préparer un plan de négociation. Dans le plan de négociation, vous allez intégrer les différentes étapes à respecter pour la négociation. Déjà, dans ce plan-là, il y a déjà le contact des prospects, les contacts des prospects, les différents types de moyens de contact des prospects. Est-ce que c'est par téléphone, par SMS, par email? Voilà. Et puis, est-ce qu'on va passer par des cabinets spécialisés qui vendent des bases de données sur les clients, par les pages jaunes, dépendamment du pays, on va trouver aussi des bases de sondage, ou bien on passe directement par les opérateurs téléphoniques. On sait que les opérateurs téléphoniques dans le pays possèdent énormément d'informations sur leurs clients. Parfois, ils revendent, c'est selon la loi du pays, ils ont le droit soit de vendre ou bien de ne pas vendre, ou soit autorisé à vendre, soit interdire à la vente des bases de données ou des informations de leurs clients. Ça aussi, il faut que vous vous renseigniez dépendamment du pays où vous vous trouvez, parce que ça, c'est important. Sinon, vous allez être en contradiction avec la loi. Alors, ça, c'est important dans votre plan de négociation. Il faut tout intégrer, comment vous allez procéder. Comment contourner les contraintes aussi, parce que c'est important dans votre plan de négociation. Et que les différents types de contraintes que vous pouvez trouver lors de la négociation aussi. Tout est inclus dans la stratégie des négociations, dans le plan de négociation. Et bon, on avait dit, dans le plan, il y a aussi les tests, que vous faites des tests. Vous faites des tests et après, il faut que vous corrigez les tirs. Voilà. Ça permet d'anticiper des objections et l'anticipation des objections permet également de préparer des éventuelles réponses adaptées. Ça aussi, vous faites ce travail. C'est pareil, je vous conseille toujours, les personnes qui préparent leur mémoire de fin d'études, pareil. Vous préparez un ensemble de questions que vous jugez, les choses sur lesquelles que vous n'avez pas présenté, vous n'avez pas pensé à présenter aussi, que vous ne trouvez pas important pour vous de présenter, mais vous préparez un ensemble de questions avec les réponses à part, au cas où les membres du jury vont vous poser des questions dessus. Ça, c'est pareil. Alors, c'est ça, c'est important. C'est ça les bases de la négociation. Les bases de la négociation, vous mettez en tête que vous participez dans une compétition. Pour gagner cette compétition sportive, il faut avoir des argumentaires. Et ces argumentaires, vous allez vous préparer, vous entraîner. Et puis, vous cherchez à connaître les points forts et les points faibles de votre adversaire, de votre interlocuteur, la personne qui va être en face de vous. Mais si vous ne connaissez pas, vous laissez tomber. Mais pour mieux connaître ces personnes-là, vous allez vous renseigner sur Internet. Mais si c'est une grande entreprise, vous allez négocier en B2B, là, on va trouver toutes les informations sur le site Internet de l'entreprise. Il y a toujours l'organigramme des collaborateurs sur le site Internet et comme ça, vous allez cibler les départements. Et dans la négociation, qui sont dans la négociation? Ce sont les personnes spécialisées en stratégie ou les personnes en communication et les personnes de l'équipe marketing. Ce sont ces personnes-là. Mais pour une entreprise, un client, voilà, ce n'est pas la peine. C'est juste, on va se renseigner sur la fiche signalétique, on a un ensemble d'informations sur le client, où le client habite, le nombre de personnes qui composent son foyer, est-ce que la personne est mariée ou vit seule, célibataire, et puis également, le lieu où la personne habite, est-ce que c'est en milieu urbain, est-ce que c'est à la campagne ou bien en milieu rural. Toutes ces informations vous permettent d'établir le profil de la personne.
Comme ça, vous savez très bien sur quoi vous allez insister face de la personne. Mais par contre, avec l'Internet, ça peut arriver. La personne vous envoie un message. Vous dites que j'aimerais avoir telle information sur tel produit. Quand vous allez appeler cette personne-là, on sait que la personne a déjà un besoin et puis on peut creuser encore plus. Ou bien on peut profiter en amont, envoyer un mail à la personne ou bien une fiche que la personne puisse remplir et comme ça permet de mieux cerner ses besoins dès le départ. Voilà. Alors, une négociation, oui, par rapport à cette question, oui, une négociation, est-ce qu'on peut qualifier une négociation de bonne ou mauvaise? Mais non, c'est juste, on peut dire une négociation qui n'est pas aboutie. Il n'y a pas de mode de bonne ou de mauvaise négociation. C'est juste la négociation n'est pas aboutie. Là, on peut prendre l'exemple de la négociation en mars 2022, négociation entre l'Ukraine et la Russie. Ça a commencé et puis c'était arrêté. C'était arrêté parce que il y avait le président, l'ancien premier ministre anglais qui a intervenu, qui dit il faut tout arrêter. Bon, voilà, ça c'était arrêté. Est-ce qu'on peut dire ça a été bonne ou mauvaise? Non, c'est juste n'est pas abouti. Et puis à la fin de la négociation, tout le monde devrait être gagnant. Le plus souvent, on prend dans les écoles de commerce, on prend souvent l'exemple de la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, au traité de Versailles, ils font en sorte que l'Allemagne puisse payer pour les erreurs commises pendant cette guerre-là, cette première guerre, parce que c'était l'Allemagne qui était à l'origine de la Première Guerre mondiale. Et après, les spécialistes disent souvent que c'était une faute. Ça, ce n'était pas une négociation. C'est vrai, l'Allemagne a signé l'armistice et puis l'Allemagne était condamnée pour payer un lourd tribut. Et cette condamnation a provoqué la Deuxième Guerre mondiale aussi, parce que quand Hitler est arrivé au pouvoir, et Hitler a jugé quand même c'est à cause des méfaits que ces belligérants avaient fait, qui fait que l'Allemagne souffrait comme ça de l'inflation généralisée. À l'époque, pour acheter un pain, il faut avoir une bouette remplie de billets de marque allemande. Alors, ça, c'était dur aussi, et les spécialistes avaient dit que ce n'était pas de la négociation. C'était juste, on l'avait seulement mis devant les faits accomplis, on l'avait fait signer. Ça, ce n'était pas de la négociation. On prend souvent ces genres d'exemples-là. Parce que le but de la négociation, il faut que chaque entité soit gagnante. Le but, chaque entité soit gagnante. Ça aussi. Ça peut arriver que l'entité n'est pas satisfaite. Ça peut arriver, pas satisfait. Et puis, on pourrait, mais au final déjà, chaque entité sort gagnant. Si chaque entité, si une partie des entités sort perdant, ça, ce n'est pas de la négociation. D'accord. Alors, stratégie de négociation, ne vous inquiétez pas, on va tout voir ensemble. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Nous avons, je crois, il nous reste 7 séances. Ne vous inquiétez pas, on aura le temps pour les stratégies de négociation. Alors, le livre que je vous conseille, le livre de Stissier, et puis bon, j'ai un ensemble de livres aussi que je peux mettre à votre disposition, mais ce sont des livres anciens. Vous allez taper négociation, vous allez trouver tellement des livres. L'essentiel, quand on lit les choses, ça ne sert à rien. L'essentiel, c'est de voir les pratiques. Les pratiques. Les pratiques, on aura des vidéos, ne vous inquiétez pas. Tout ça. Alors, c'est accepter les objectifs, les motivations et les préoccupations. Ce sont les facteurs qui permettent de réussir. On va voir plutôt les facteurs qui de réussite d'une négociation. Déjà, vous acceptez les objectifs, les motivations et les préoccupations de chaque partie. Et valoriser la qualité de votre proposition. Ne cherchez pas à dégrader votre proposition aussi. Il faut défendre votre proposition pour montrer que, voilà, nous sommes les meilleurs dans ça, nous sommes les meilleurs. Nous sommes toujours les meilleurs. Je me rappelle quand j'étais étudiant en Haïti, j'étais allé visiter une brasserie, c'était une brasserie nationale,
Et puis, la dame qui présente, qui était le guide de la visite, tout ce que la dame a présenté, ah, nous sommes les meilleurs. Nous sommes les meilleurs. Bon, c'est un peu rigolo. Et puis, bon, j'avais rigolé en disant que, bon, je pense que si j'étais allé chez l'ACO, ça allait être la même chose. Vous allez dire que nous sommes les meilleurs. Voilà, c'est ça. C'est comme ça. C'est une manière de valoriser, toujours valoriser votre proposition, votre argumentaire. Il faut valoriser votre proposition pour la négociation. Pour montrer par A plus. Ce n'est pas juste pour dire que nous sommes les meilleurs, nous sommes les meilleurs. Maintenant, il faut argumenter, il faut présenter des choses factuelles pour montrer à quel point que votre proposition est de qualité. D'accord? C'est ça qui est important. Et aussi, on vous conseille de rester toujours zen, quelle que soit la situation. Même si votre interlocuteur cherche à vous intimider de manière agressive, il faut rester toujours zen. Il faut rester toujours zen. D'accord, ça c'est très important. Je me rappelle, dans une émission, il y avait un chercheur qui avait travaillé sur comment la sécurité sociale, comment ça a été mis en place en France après la Deuxième Guerre mondiale, comment ça peut comment on doit protéger ce droit-là. Et puis, il y avait des riches qui étaient en face de lui, qui lui intimidaient, et lui, il restait très calme, il n'avait rien dit. Et après, il a défendu ses idées jusqu'à la fin. Et après, tout le monde a dit, mais quand même, comment cette personne-là arrive à rester saine en face des gens qui cherchent à lui intimider? Alors ça, c'est important. Et ça, faire du bruit, ça, c'est plutôt une approche purement américaine. D'accord? De hausser le ton, ça aussi, c'est une approche américaine. Mais on va voir l'approche asiatique. Eux, ils ne parlent pas. Ils observent. Ils observent, ils prennent des notes. Ça aussi, il faut toujours garder votre calme. Et autre chose, toujours par rapport à l'approche asiatique, et quand on commence déjà, si on a la chance de débuter avec une négociation avec les Asiatiques, ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas sortir ni perdant ni gagnant. Parce que le but déjà, si on a déjà dégagé du temps pour avoir une première rencontre, ça veut dire qu'au fur et à mesure, on va continuer à discuter. Le mot non n'existait pas pour les Asiatiques, dont les Chinois, Vietnamiens, Coréens, Japonais. Le mot non n'existait pas. C'est ça, avec eux. Il y a toujours une alternative. Ça, c'est important. Je pense que le monde entier a beaucoup à apprendre avec ces populations-là parce qu'il y a toujours quelque chose à dire. Peut-être moi, je ne suis pas l'exemple, hein, dans le sens que ouais, j'écoute toujours et puis bon, peut-être je peux me fourvoyer plusieurs fois et je passe à autre chose, mais ça peut arriver. Mais je donne l'exemple hein, des pays asiatiques, comment ça fonctionne. Suivez leur modèle de négociation, je pense que c'est un modèle qui a fait ses preuves. C'est pour cela, quand on arrive à un accord, on signe un accord, là, on arrive à quelque chose. Voilà, ça c'est important. Même si la personne est très agressive envers vous, vous devez garder votre calme. Vous gardez votre calme et vous continuez avec vos argumentaires. Il ne faut pas changer d'argumentaire pour la personne. Vous gardez vos argumentations et vous justifiez votre position. Voilà. Si vous voyez que la personne est très agressive dans son attitude, et vous pouvez prendre une pause ou bien vous pouvez décaler ou bien déplacer la conversation pour une autre date. Je ne sais pas, c'est à vous de voir. Conclure toujours par une note positive, ça c'est important. Conclure toujours par une note positive. Ça me fait rappeler un groupe avec qui je collabore. On travaille sur... C'est un think tank quand on cherche à réfléchir, à proposer des solutions par rapport à certains problèmes pour un endroit donné. En discutant comme ça, on était dans une réunion, on a reçu un mail, et puis le mail, il y a un groupe qui voulait nous rencontrer. En discutant avec le groupe, mais ce groupe a été mandaté par un autre groupe
Et l'autre groupe leur a dit, il faut que vous trouviez au moins une chose positive avec ce groupe. Quelle que soit leur position, il faut trouver une note positive. Alors, ça, c'est important. Il faut toujours conclure avec une note positive. Conclure la négociation avec une note positive. Sinon, ça ne présente aucun intérêt de participer à la négociation. Parce qu'on perd du temps. On perd du temps aussi. On dépense de l'énergie. Ça, c'est ça. Là encore, si on prend l'exemple des hommes politiques, les hommes politiques de nos jours n'ont pas cette capacité toujours de conclure sur une note positive. Il y a toujours la critique. Et puis bon, c'est de la politique reste toujours de la politique. Hein. En la politique, nous sommes toujours meilleurs que les autres, nous sommes plus forts, même si on a une idée parmi les idées les plus absurdes du monde, on va défendre cette idée. Mais non, ce n'est pas comme ça. Il faut qu'ils écoutent aussi les chercheurs, les personnes qui mènent des études, les acteurs de terrain. Les acteurs de terrain. Alors, ça, c'est dans ce sens-là. Quand on dit qu'il faut tout terminer par une note positive, je prends l'exemple des hommes politiques, ce ne sont pas des exemples pour prendre dans les négociations. Parce qu'ils ont toujours des coups bas derrière. Il ne faut pas prendre ces exemples. Prendre des exemples de deux associations qui se mettent ensemble sur un projet. Ça, c'est extraordinaire. Deux entreprises qui se mettent ensemble sur un projet. Ça, c'est extraordinaire. Parce qu'ils cherchent toujours à négocier quelque chose de positif. Alors, autre chose, vendre à tout prix votre entreprise à votre interlocuteur. Votre entreprise, votre entité, votre association, ça, il ne faut jamais critiquer. Même si, par exemple, vous passez des entretiens pour un emploi dans une entreprise. Parfois, ils vous posent toujours une question sur votre ancienne entreprise, l'entreprise où vous avez travaillé dans le passé. Quand ils voient ça dans votre CV, ils vous posent la question comment ça a été. Même si ça a été chaotique pour vous. Vous ne pouvez même pas respirer une fois. Vous n'avez pas de jour de congé, vous travaillez du matin au soir, on vous insulte au travail, il y a eu pas mal d'harcèlement. Et puis, on met ça de côté. On met ça de côté, les harcèlements, ça ne sert à rien, les harcèlements. Ça ne sert à rien de parler dans votre entretien. Parce que si vous dites ça dans les entretiens, ils vont noter ça contre vous. Ils vont dire, ah, ce type-là, si je l'ai avec moi, il va me dénigrer pareil. Ça aussi, il faut tenir compte. C'est pareil pour votre entreprise. Même si on vous paye très mal, l'argent, le salaire ne correspond pas, il faut défendre votre entreprise. Toujours parler de la positivité autour de votre entreprise pendant que vous êtes dans l'échange. Ça montre que vous faites partie de la famille. Vous avez intégré la culture de l'entreprise et en même temps, on voit que vous n'êtes pas n'importe qui. D'accord? Quand vous défendez bien les objectifs, les motivations, les préoccupations, vous valorisez votre proposition, vous restez zen malgré les intimidations, vous défendez votre entreprise et à la fin, la personne que vous avez en face de vous va transmettre ces informations à ses supérieurs hiérarchiques. Ça, c'est important, c'est une chose. S'il y a une décision à prendre, on va compter. Si je collabore avec vous, ça va rester dans la continuité parce que vous êtes quelqu'un de positif. Voilà. Ça, en gros, c'est ça. Et pour terminer sur les généralités, on dit que pour les démarches, pour réaliser la négociation, déjà, il faut commencer par accrocher votre interlocuteur. C'est pour cela qu'il faut bien argumenter dès le départ. Ça permet déjà de faire un travail de découverte. C'est le travail que vous faites en amont, chercher des informations, etc. Et puis, autre chose, accepter ce que l'interlocuteur vous propose, accepter son argumentaire. Ne cherchez pas
à contrecarrer son argumentaire mot par mot, point par point. Non, c'est juste, vous défendez, vous restez sur votre position, vous défendez votre position. Et vous cherchez toujours à comparer pour trouver un point commun. Ça, c'est important. Suggérer des choses, faire des préconisations. Les préconisations, c'est pas juste, j'aimerais par rapport à ce que vous avez dit, j'aimerais que vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, ou bien j'aimerais que vous approchiez de telle ou telle idée, tel aspect. Ben, tel aspect, il faut dire pourquoi et comment. Pourquoi il faut approcher de tel aspect, ou bien pourquoi il faut mettre en avant telle idée, mais comment mettre en avant telle idée et à quoi on va aboutir comme résultat. Ça aussi, c'est ça. Quand on parle de préconiser, on fait des préconisations et puis on donne comment mettre en place ces préconisations et quel résultat attendu. Ça aussi. Voilà, je pense que ce n'est pas traiter, c'est traiter. Aussi, il faut traiter des objections. Alors, il faut toujours se mieux former sur la négociation parce que c'est important, sur les stratégies d'achat, les tactiques de négociation. Quand on parle des tactiques de négociation, comment aller par rapport aux besoins, vous partez par rapport aux besoins du client, bien de la personne en face de vous. Voilà, et aussi utiliser la psychologie de la négociation, hein. Comprenez les objections et vous cherchez à contourner les pièges parce qu'il y a ça aussi dans la négociation. Les gens cherchent toujours à vous déstabiliser.